donnait un peu la perception qu'on franchissait un pays, finalement, quand on se rendait au château Montebello. La qualité de gens qui s'en viennent ici, qu'ils soient anglophones ou francophones, c'est le même genre de monde pour moi. Nous n'étions pas divisés par la rivière, mais unis par les ponts. Nous, les vieux, on va disparaître. Il faut avoir la relève. Cette semaine, dans le cadre de l'émission Aux quatre coins, on vous amène dans une petite localité située à une trentaine de minutes d'Ottawa, appelée Embrun. Majoritairement francophone et conjointement liée à Russell, la municipalité d'Embrun a été colonisée au milieu du 19e siècle par des Québécois à la recherche de terres fertiles. Au cours des prochaines minutes, l'historien Jean-Pierre Proulx ainsi que le préfet de Russell, Gaston Patnaud, vous feront découvrir cette communauté fière de ce qu'elle est devenue aujourd'hui. On peut diviser, comme vous dites, l'histoire d'Embrun en 4 périodes. Il y a d'abord celle de l'établissement, qui évidemment commence avec l'arrivée des premiers colons au milieu des années 1840 et qui dure à peu près jusqu'en 1870. Vient ensuite la période que moi j'appelle la période du développement. C'est une période de croissance économique et démographique. Ça s'amorce avec le drainage des terres vers 1870 et ça se termine aux environs de 1910, vers la Première Guerre mondiale. Vient ensuite la troisième période, qui est celle du déclin. On peut peut-être en parler un peu plus en détail plus loin, là, mais ça se poursuit jusqu'à la fin des années 1960. Et vient ensuite la quatrième période de l'histoire d'Embrun, qui est celle de la période moderne, qui s'amorce avec les années 1970 et dans lesquelles nous sommes toujours présentement, bien sûr. D'accord. Si on prenait période par période, on a tout d'abord mentionné l'établissement de 1845. C'est Il y a eu ça. l'arrivée des premiers colons. C'est ça. Les premiers colons arrivent surtout entre 1845 et 1850 à peu près. Ce sont des gens qui sont originaires de vieilles paroisses du Québec, comme Saint-Jacques-Lachigan, par exemple, près de Joliette. On peut mentionner aussi Saint-Urbain, Sainte-Martine, en banlieue de Montréal, près de Beauharnois. Alors, ces gens-là arrivent ici dans les années 45-50 à peu près, et la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'ils quittent leur terre natale pour venir s'établir ici? En fait, il y a plusieurs facteurs, mais il y en a deux surtout qu'on peut mentionner, qui sont peut-être les deux plus importants. C'est qu'à l'époque, le Québec, ou le Bas-Canada, comme on disait dans les années 1840, est aux prises avec une crise économique qui est engendrée surtout par des difficultés en agriculture. Et comme les premiers colons qui vont arriver en Embrun dans ces années-là sont des agriculteurs, alors forcément, ils sont les premiers touchés par cette crise économique. Le deuxième facteur, c'est que les terres sur lesquelles ils sont établis sont des terres qui sont surpeuplées. Elles ont été surdivisées, si je peux utiliser l'expression, et surpeuplées, de sorte que les jeunes n'ont pas vraiment d'endroit où s'établir pour fonder une famille. Ils doivent absolument immigrer. Mais immigrer pour aller où? À première vue, ça peut sembler facile, parce qu'évidemment, au Québec, il y a 150 ans, il y avait moins de monde qu'il y en a présentement, donc on peut se dire qu'il y avait de l'espace en masse. C'est vrai. Mais il faut garder en tête que ces colons qui étaient prêts à immigrer avaient quand même des acquis, c'est-à-dire qu'ils étaient francophones, ils étaient catholiques, et ils étaient habitués à cultiver des terres humides et basses, des terres pour lesquelles ils maîtrisaient des techniques d'exploitation. Alors c'est normal qu'en s'expatriant, si on peut dire, ils tentent de conserver ces acquis, ils tentent de retrouver un milieu qui leur permette de conserver ces caractéristiques. Alors du coup, ça élimine des régions comme les cantons de l'Est. Les cantons de l'Est sont anglophones, protestants et montagneux. Ça élimine les Laurentides, par exemple, parce que les terres ne sont pas tellement fertiles. Et là aussi, c'est montagneux. Ça élimine les villes aussi, parce qu'à l'époque, le clergé catholique, qui avait énormément d'influence, voyait d'un très mauvais œil que des jeunes francophones quittent les terres pour aller s'établir en ville, parce qu'il y avait un risque, comme il disait, de perdre leur foi et leur langue. En fait, la solution s'offre d'elle-même au milieu du 19e siècle, lorsque Monseigneur Guigues, le premier évêque du diocèse d'Ottawa, fonde une société de colonisation dans la région. Et cette société-là a précisément pour but d'inciter ces immigrants à venir s'établir sur les terres nouvelles de l'Ontario, dans la région de Prescott-Russell. Alors, lorsque ces colons arrivent ici, bien là, ils se retrouvent en milieu connu. Ils sont en milieu francophone, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'anglophones encore. Ils sont en milieu catholique à cause du diocèse d'Ottawa. Et ils sont sur des terres dont ils connaissent les techniques d'exploitation, c'est-à-dire des terres fertiles, mais basses et humides. Les souvenirs, on les a vécus au cours des années. On avait des chemins de boue, des chemins de terre. Nous, des cultivateurs, on venait à la messe au village avec des boguets l'été, puis en cotteur l'hiver.
Mais au fil des années 50 sont arrivées, le temps moderne est arrivé après la guerre. Du milieu des années 1840, à peu près, à l'époque du début d'Embrun, jusqu'en 1857, Embrun ne porte pas le nom d'Embrun. Les gens qui résident ici, on les appelle les gens de Rivière-Castor, simplement. C'est un missionnaire, l'abbé François-Xavier Michel, qui était lui-même originaire de la ville d'Embrun, France, qui a donné le nom d'Embrun à cette localité naissante au Canada en 1857. C'était pour en souvenir de son pays natal, si l'on veut. Alors, le nom d'Embrun date de 1857. Il y a également eu un événement déclencheur à partir de 1871, là, qui fait partie... Là, oui, c'est ça. Cet élément déclencheur, comme vous dites, c'est le drainage des terres par la province. En fait, ça amorce la deuxième période d'Embrun, qui est celle du développement, qui va se poursuivre jusqu'aux années 1910. C'est ce qu'il faut savoir au départ, c'est que quand les premiers colons francophones sont arrivés ici dans les années 40, se sont établis sur des terres qui étaient véritablement très fertiles, mais qui étaient très mal drainées, donc qui étaient inondées une bonne partie de l'année. Au début des années 1870, en 1871 pour être plus précis, le gouvernement provincial met sur pied un programme de drainage des terres. À ce moment-là, on va drainer toutes les terres au nord de la municipalité de Russell, du canton de Russell. De sorte que ce drainage a pour effet d'agrandir la superficie cultivable et d'allonger la période de croissance également. Alors, ce drainage a pour effet d'attirer énormément de nouveaux colons. La population, par exemple, qui était d'environ 50 familles vers 1856, passe 20 ans plus tard, 4 ans seulement après le drainage, à 250 familles. Alors, 5 fois le nombre. Évidemment, cet essor démographique-là a pour effet d'engendrer un essor économique et social aussi. Alors, on assiste à l'époque à la naissance de plusieurs petites industries et commerces, notamment des fromageries, par exemple. En Embrun, dans les années 1890-1900, on pouvait compter jusqu'à au moins 12 fromageries dans Embrun. C'est quand même... C'est énorme. C'est énorme, oui. Compte tenu de la population, là, c'est quand même un chiffre très élevé. Et ça s'explique assez facilement. Il faut comprendre que des premières années jusqu'au milieu des années 1880 environ, l'excédent agricole d'Embrun était acheminé vers les chantiers forestiers. C'est là qu'on écoulait notre surplus, si l'on veut. Mais à compter des années 1880, ces chantiers-là deviennent tellement éloignés que c'est plus possible d'y exporter les excédents agricoles. Alors on assiste à ce moment-là j'allais dire un chambardement, c'est peut-être un peu fort, mais enfin, une modification profonde de l'agriculture à l'époque qui s'oriente désormais vers l'industrie laitière. Et bien évidemment, on produit aussi un surplus de lait, mais quoi faire avec ce surplus de lait? Il est impensable à l'époque de l'exporter jusqu'à Ottawa. Les routes ne le permettent pas. Le lait, ce serait gâché avant d'arriver à Ottawa, évidemment. Alors, la solution était assez simple, et les gens de la place l'ont trouvé très rapidement aussi, c'était de transformer cette matière première qui est le lait en un produit qui était exportable, le fromage. D'où la naissance d'autant de fromageries dans les années 1890-1900. Il y a certains petits rangs autour qui avaient peut-être même jusqu'à 2 fromageries à cette époque-là. Il y a même eu la naissance du chemin de fer. Oui, c'est un autre événement, ce qui a contribué énormément à l'essor économique d'Embrun. C'est en 1898. C'est la compagnie de chemin de fer du New York central qui reliait, comme le dit, la région jusqu'à New York en passant par Cornwall. Grâce à cette liaison ferroviaire, si l'on veut, Embrun s'est retrouvé relié au reste du monde. Ça permettait d'exporter maintenant les produits, notamment le fromage. Le fromage d'Embrun est exporté jusqu'en Angleterre à cette époque-là. C'est quand même un aspect important de l'histoire locale. Premièrement, le New York central, il est arrêté à Cornwall. On avait un curé ici, à Embrun, quand j'étais petit gars, c'était avant mon temps, mais le curé Forgette à Embrun est allé rendre une visite au gouvernement à Toronto, puis il a obtenu la prolongation de Cornwall à Ottawa en passant par Embrun ici. Alors, tout ça payé à l'entier par les gouvernements. Alors, le train a passé ici par à peu près pendant 50 ans. Moi, en tant que petit gars, j'ai voyagé à Ottawa quelques fois là-dessus avec ma mère, aller faire des emplettes à Ottawa. Mais excepté qu'on a perdu le train, je pense que des années fin 50, quelque chose comme ça, parce que l'utilité n'était plus là. Alors, les gens avaient des meilleures routes pour se rendre à Ottawa. Cette période de croissance si importante prend fin aux alentours de 1910, autour de ça, oui. Quelles ont été les causes principales?
Il y a beaucoup de facteurs qui ne sont pas nécessairement des causes associées strictement à l'histoire d'Embrun. C'est plutôt général. Il y a évidemment les deux grandes guerres, après 1910. Il y a la dépression. Il y a la chute des prix des produits agricoles. Il y a un surplus de main-d'œuvre sur des fermes dues à la mécanisation. Il y a la grippe espagnole. Ce sont tous des causes qui font que, à compter de 1910, il y a de plus en plus de gens d'Embrun qui ont, comme on dit, qui ont des difficultés à joindre les deux bouts. Alors, ils se sentent, non seulement ils se sentent, mais dans certains cas, ils sont obligés de s'expatrier, un peu comme leurs parents l'avaient fait en quittant les terres du Québec il y a 40, 50, 60 ans plus tôt. C'est un peu le même phénomène qui se répète, là. C'est des difficultés économiques qui font que ces gens-là doivent partir. Alors, ils partent dans la région du Niagara, par exemple, Détroit surtout, dans la Nouvelle-Angleterre. Mais surtout, les deux destinations les plus fréquentes sont les industries de Cornwall et les terres de l'Ontario, du nord de l'Ontario, dans la région de Sudbury. Les gens d'Embrun qui vont fonder des petits villages comme Noëlville, Saint-Charles, Verner. Ce sont des gens d'Embrun qui sont à l'origine de ces villages-là. Alors, ça a pour effet, évidemment, de faire diminuer la population de façon assez importante, la population d'Embrun de façon importante. Si on, pour donner des chiffres, par exemple, en 1909, la population d'Embrun comptait environ, disons, 2400 habitants peut-être. Et 10 ans plus tard, cette population-là est tombée à 1600 à peu près. Donc, environ 800 personnes de moins en 10 ans, c'est très important. Évidemment que ce départ des gens amène aussi, évidemment, la fermeture de plusieurs commerces et industries et la fermeture du chemin de fer dont on vient de parler, qui cesse ses services dans les années 1950 à peu près. Il n'y a pas seulement eu des jours noirs, si on peut dire. Là. Après ça, là, on a commencé à remonter la côte. Oui, c'est ça, oui. Le développement a commencé à revenir. C'est ça. Avec les années 1970, là, c'est la fin du déclin et c'est le début de la période moderne qui est en quelque sorte une nouvelle croissance, si l'on veut, économique et démographique et sociale. Il y a deux éléments vraiment qui sont très importants et qui sont à l'origine de ce nouvel essor. C'est l'ouverture de l'inauguration de l'autoroute 417 au début des années 1970 et l'installation des services d'égouts et d'aqueducs, je disais, à la fin des années 1980 et au début des années 1990. On comprend que l'argent était plus facile. C'était plus facile de ramasser des argents, dépendant tout le temps de tes membres élus, comme de raison. Mais on pouvait obtenir des octrois pour donner des services dans les villages. Dans les années 80, ici à Embrun, on a décidé on a fait déjà des demandes pour les services eau et égouts à Embrun. Alors, on a voulu d'installer ça dans les premières années des 80. Puis c'est là que le boom s'est fait. Le village, en 1974, où la municipalité, même avec moins de 4000 personnes, on est maintenant rendu à peut-être plus de 12 000. Alors, le village d'Embrun a triplé dans le cours de ces années-là. Ce sont des gens qui travaillent en ville, mais qui viennent résider à Embrun, ce qui transforme Embrun, d'une certaine façon, en un village dortoir dont l'économie est axée surtout sur la vente et des services. Là où cet apport démographique est important, je pense, c'est surtout dans le domaine social. C'est que la population d'Embrun, qui était en 1969 d'environ 2400 habitants peut-être, a depuis ce temps, en moins de 30 ans, donc doublé. Elle est aujourd'hui d'environ 4500, 4600 habitants, autour de ça. Ce qui est important de savoir, c'est que dans cette immigration massive, cette immigration est composée en très grande partie d'anglophones. Ce qui fait qu'il y a 30 ans, Embrun était à 95 98 francophones. Maintenant, je n'ai pas les derniers chiffres, mais je dirais que c'est près de 50 anglophones, 50 francophones. Évidemment, ça a un impact majeur sur le caractère francophone des Embrunois. On entend de plus en plus parler anglais dans les rues, dans certains commerces. On s'adresse d'abord à nous en anglais. Dans d'autres, on ne peut même pas se faire servir en français. Alors ça, je trouve ça regrettable, dommage. Je pense que si les francophones veulent survivre en Embrun, il va falloir qu'ils démontrent beaucoup plus de caractère et de détermination, surtout les jeunes qui représentent la relève, en fin de compte. J'ai vu le village d'Embrun partir de 95 francophones à descendre peut-être à 60 Je pense que c'est un bon agencement de choses comme... je pourrais dire que les jeunes peuvent être éduqués dans la langue de leur choix. Le bilinguisme est très, très fort dans la municipalité ici.
On peut parler l'anglais sur la rue Embrun, comme on peut parler le français sur les rues à Russell. Alors, je pense que ça fait une bien bonne combinaison, puis on est fait pour s'entendre. Au tout début, Embrun avait une forte concentration francophone, même 95 Avec le temps actuel, maintenant, on est à 60 francophone, 40 anglophone. Et puis, vous m'avez même avoué qu'avec les années à venir, on pourrait peut-être en venir à 50-50. Est-ce que c'est une statistique qui vous fait peur? Non, absolument pas. Je pense que la qualité de gens qui s'en viennent ici, qu'ils soient anglophones ou francophones, c'est le même genre de monde pour moi. Excepté aussi qu'il y a beaucoup d'Anglais qui parlent le français dans notre district. Puis, je pense aussi que les gens d'ici, ils doivent s'éduquer dans les deux langues. C'est un atout beaucoup pour les jeunes de la municipalité de Russell, surtout qui sortent d'ici. Dans nos écoles, ils peuvent aller travailler à n'importe quelle place au pays, mais surtout aller travailler à Ottawa où le bilingue, c'est très important. Ça ne me fait pas peur du tout parce que je prétends que quand on se parle, on est aussi bon que l'autre. Alors, il n'y a aucune menace là-dedans pour moi. Quelle est la mentalité des gens à Embrun? Est-ce que c'est une mentalité qui s'encourage, qui se tient la main dans la main? Puis, Bien, la mentalité d'Embrun, c'est comme une grande famille. Les gens se connaissent tous, malgré que l'évolution que c'est faite, encore, on se connaît beaucoup. On sort ensemble, on s'épaule, on se rencontre après la messe, on se rencontre sur la rue, une poignée de main, un sourire. Ça, c'est le passe-partout du village d'Embrun, ou les gens de la communauté. À Embrun comme ailleurs, évidemment, l'Église était omniprésente. C'est l'époque où l'Église a un rôle déterminant dans la société. Alors, dans ce sens-là, Embrun n'est pas différent des autres paroisses, si on veut, autour. Là où il y a Embrun a peut-être un aspect un peu plus particulier, c'est dans la carrière du curé Forgette. Le curé Forgette est arrivé ici en 1896 et il est demeuré dans la paroisse jusqu'à son décès en 1946, donc 50 ans sur place. C'est énorme. Et le curé Forgette, non seulement est remarquable par sa longévité dans sa paroisse, mais aussi par le rôle qu'il a joué dans la paroisse. Le curé Forgette était l'âme dirigeante de la paroisse pendant la première moitié du 20e siècle, et non seulement dans le domaine religieux, dans tous les domaines. Dans le domaine économique, on parlait du chemin de fer en 1898, un petit peu plus tôt dans l'entrevue. Bien, si le chemin de fer est venu en Embrun, c'est en grande partie à cause du curé Forgette qui a plus ou moins forcé la main de la compagnie de chemin de fer à faire un petit crochet du côté d'Embrun en fournissant un 10 000 bien sûr, là. Pas de sa poche, mais qui venait de la communauté, évidemment. Mais c'est le curé Forgette qui a quand même négocié ça pour que le chemin de fer fasse un petit détour vers Embrun. Dans le domaine de l'éducation, par exemple, le curé Forgette est à l'origine de beaucoup d'institutions scolaires, d'écoles secondaires, en 1935 certainement, mais avant ça, il y a eu l'école qu'on appelait à l'époque l'école modèle. C'est une espèce d'école normale qui a été inaugurée en Embrun en 1925. C'est encore le curé Forgette qui est à l'origine de ça. Même dans le domaine agricole, il y avait son influence. À l'époque, on parlait de vaccins pour les animaux. C'est le curé Forgette qui a négocié avec le gouvernement pour que le vaccin soit donné à telle période de l'année plutôt qu'à une autre. Enfin, ce serait très, très long de s'embarquer dans tous les détails, mais c'est le curé Forgette qui est à l'origine de ça. C'était un personnage très coloré et très influent, extrêmement influent. Je pense que j'ai déjà mentionné que notre église à Embrun, c'est un monument. L'église à Embrun est toute faite de pierre, tellement belle, à l'intérieur comme l'extérieur. Aussi, moi, j'ai été l'instrument premier à doter le village d'Embrun, surtout avec une station du New York Central. On avait déjà une voie ferrée qui passait au travers du village d'Embrun ici. Puis quand je suis venu à bout de trouver une vieille station qui dormait sur le haut de la route, je l'ai rapatrié, je l'ai emmené à Embrun. C'était un monument à Embrun ici. On a ramassé une autre maison qui datait des années 1700. On l'a mis à Embrun, la maison du citoyen, la maison blanche. Tu le vois à l'intérieur du village d'Embrun. C'est un autre monument que, d'après moi, c'est une racine qui va rester longtemps et dont je suis fier aussi. D'accord, vous parlez aussi de la qualité de la vie, de la croissance ici à Russell. Est-ce qu'il reste encore de la place pour le développement résidentiel amplement? Ah oui, il reste toujours de la place à Embrun. Ici, on a beaucoup d'espace. Dans notre plan directeur on a déjà identifié les endroits où le résidentiel devrait aller. On a déjà des propositions de lotissement à Embrun, à Russell, les deux, pour des centaines de lots qui va servir pour les prochains 3, 4, 5 ans. Après ça, aussi, on a encore des espaces préparés, qui appellent des zones retenues pour la construction de résidentiel. Voilà.
Au cours des prochaines années, bon, on a parlé que la municipalité de Russell, on comptait peut-être 12 000 de population, plus de 12 000. Croyez-vous qu'il va y avoir une croissance qui va se faire au cours des années? Oui, dans notre plan directeur, on sait déjà que la municipalité va continuer de grandir. On est un peu limité par les services, excepté que plus que la population va augmenter, plus que les services vont augmenter aussi. On prévoit dans les prochains 10 ans au moins de doubler la population ici dans le canton. Sinon, dans les villages, parce que la majeure partie de la concentration de notre population est faite dans nos 2 villages. Alors, c'est sûr et certain qu'en l'espace d'une dizaine d'années, on devrait avoir 20 000 personnes et plus. Si vous aviez à faire une petite prédiction, est-ce que vous pensez que ça va quand même demeurer dortoir pour les prochaines années ou on pense à l'arrivée de certaines industries? C'est pas tellement un domaine dans lequel je suis très familier, mais si j'avais à faire une prédiction, je dirais que l'essor industriel d'Embrun, à mon avis, n'est pas tellement prometteur dans ce sens qu'on est situé trop près d'Ottawa. Les industries s'installent à Ottawa, en banlieue d'Ottawa, dans les parcs industriels. Et la main-d'œuvre vient vivre en brun, mais ça ne crée pas nécessairement des industries en brun. En fait, c'est peut-être même l'inverse qui se produit, parce qu'il y a de la main-d'œuvre compétente en brun qui maintenant va travailler à Ottawa à cause de la 417. S'il n'y avait pas de réseau de communication aussi perfectionné, peut-être que ces gens resteraient ici et ils fonderaient des industries ou des petits commerces, enfin. Mais avec les communications qui sont tellement faciles, maintenant, ces gens-là vont travailler à Ottawa et reviennent dormir en brun. Vis-à-vis de l'amalgamation, je pense qu'ici, on a manqué notre coup dans les années 96 et 97. Ça s'offrait ici à ce moment-là, puis on n'a pas su, à ce moment-là, ramasser les morceaux qui étaient là. On avait fait des plans ici avec les comtés pour faire un genre de plan d'envergure qui divisait les municipalités ou qui rapprochait les municipalités ensemble. Puis la municipalité de Russell devait à ce moment-là, ou aurait dû, se regrouper avec les voisins de l'Est, qui étaient Castleman et Cambridge, excepté que maintenant, ces deux-là sont amalgamés d'un autre coin. Puis Russell a été laissé seul, ici, ce côté-ci. Mais par contre, il faut dire que la municipalité de Russell est une municipalité de grandissante qui progresse plus vite que toutes les autres dans le coin. Alors, on est déjà plus gros que les municipalités amalgamées. Alors, comme je dis, entre 12 à 13 000 personnes. La municipalité voisine de nous autres, il y a à peu près 11 000 personnes. Puis c'est un regroupement de 4 municipalités, sinon 5. Alors, je pense qu'on peut vivre avec, on va s'amalgamer. S'il y a, on dit en anglais, win-win situation. Alors, si on n'a rien à gagner par s'amalgamer, pourquoi qu'on le ferait? Alors, moi, je suis là pour servir les gens de la manière qui est la plus fonctionnelle pour aujourd'hui, mais aussi pour demain. Je pense qu'en restant comme on est là, peut-être que dans 5 ans ou 10 ans, on sera forcé d'aller joindre à Ottawa-Carleton. Parce que si tu regardes la map, la municipalité de Russell devrait s'en aller vers l'ouest. Mais excepté que moi, ma position là-dedans, c'est de servir les gens dans le mieux possible. Alors, en restant à l'extérieur, je pense qu'on essaie beaucoup mieux. Dans la municipalité de Russell, eh bien, on ne pourrait pas passer sous le silence. L'agriculture demeure quand même un point très important. Il y a beaucoup d'agriculteurs parce que les terres sont bonnes. Qu'est-ce qu'on retrouve sur ces terres? Il y a des très belles fermes ici en Embrun. On a de moins en moins de fermes laitières, des petites fermes laitières qu'on voyait le 30 ans passés. Mais par contre, je pense qu'on a plus de fermes laitières d'animal laitier qu'on n'avait jamais. Parce que les grosses fermes maintenant, c'est des fermes de... moi, j'en ai commencé une moi-même. Aujourd'hui, il l'appelle la ferme Gillette. Si les gens viennent de tous les pays la visiter, c'est une ferme expérimentale, si on pourrait l'appeler comme ça. Et ils font la traite d'à peu près 300-400 vaches par jour. À tous les jours, ils ont une rotation qui se fait là-dedans. Il y a un showcase de vaches d'exposition, de vaches extraordinaires. Il y en a une même qui a été vendue il y a quelques années pour $1 demi-million de dollars. Alors, c'est une ferme que je parle. Il y en a beaucoup d'autres fermes qui sont peut-être de moins grande envergure, excepté que des très belles fermes. Puis on a aussi plusieurs fermes qui font seulement que de la culture, de blé d'Inde, de maïs et d'orge, puis surtout des fèves soya. Mais c'est pour la vente, ça là aussi. On est expérimenté aussi dans le séchage de ces grains-là.
Bien, les avantages qu'on a dans la municipalité de Russell, c'est le système routier pour se rendre ici, premièrement. Qu'on prend la 417, on sort de la ville d'Ottawa, on prend la 417, puis on s'en vient direct dans les deux villages, qui est Russell et Embrun. On a des maîtres chemins qui s'en viennent dans ces coins-là. On offre aussi dans chacun des villages une aréna, comme Embrun et Russell, ils ont chacun leur aréna, avec leur salle communautaire. On a le curling, on a à peu près tous les services. On a des bonnes équipes de soccer à Russell. On a 650 jeunes qui sont en entraînement tous les jours, tout l'été. On a des églises de toutes les nationalités, on va les appeler comme ça, des très belles églises. On a des écoles neuves, on a 6 écoles dans les deux villages, Embrun et Russell. Alors, c'est quelque chose à voir. On est aussi, tu peux apprendre l'anglais et le français dans les deux coins. Alors, je pense que c'est le point le plus important. Puis après ça, aussi, on a un attrait qui est encore important. Les taxes sont un peu mieux marché ici qu'en ville, puis tu as beaucoup plus d'espace. Donc, est-ce que ça favorise l'apparition ou l'implantation des jeunes couples chez vous? Oui, on a dans la municipalité beaucoup de jeunes monde qui vivent ici. Ces jeunes-là, en grande partie, travaillent à Ottawa, mais ils veulent vivre en campagne. Pour eux, une grande majorité des autres sont nés ici à Embrun ou à Russell. Ils veulent revenir parmi les leurs. Alors, on a beaucoup de jeunes monde dans la municipalité. Je pense que c'est un attrait très important aussi pour les gens de venir s'installer ici. On a des bons contracteurs, des belles maisons. Embrun continue d'évoluer avec les années, possédant son propre site Internet. On s'y tient donc à l'avant-garde de la technologie. C'est sans aucun doute qu'on peut avancer que cette petite municipalité de l'Est ontarien va continuer de miser sur son épanouissement francophone, sans toutefois négliger son atmosphère tranquille et paisible.